Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode sur le libre-échange. À nouveau, je vous rappelle qu'il est important de voir les deux premiers épisodes avant celui-ci, parce qu'ils se suivent, et même si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de commencer par cette vidéo où je présente et critique les arguments en faveur du libre-échange. Bref, on avait vu dans ces précédentes vidéos que l'OMC est une vraie cuvette de chiottes qui pousse les États à se transformer en société ultralibérale et à donner moult droits et pouvoirs aux multinationales, aux grandes dames des populations qui voient disparaître les services publics, le droit du travail, le droit à l'information sur les produits, etc., etc. Et on en était à se demander pourquoi les États, et surtout les plus pauvres, acceptent de participer à ce truc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme le disait John Adams, il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation, l'une est par les armes, l'autre par la dette. Vous l'aurez compris, c'est le moment de vous parler du rôle du FMI et de la Banque mondiale. Après s'être occupé des économies des pays d'Europe de l'Ouest, dans les années 50, mais surtout dans les années 60, ces deux institutions vont commencer à fournir des prêts aux pays pauvres et aux nouveaux pays issus de la décolonisation. Voilà comment ça marche. Première étape, les fonctionnaires de ces institutions débarquent pour faire une étude du pays et monter un projet. Alors là, mon bon monsieur, vous avez un pays formidable, plein d'opportunités. Et vous savez quoi? On va vous aider à les saisir. Bon, ce qui vous manque, c'est des infrastructures. Je sais pas, je pense qu'il faudrait un barrage ici, un port là, quelques autoroutes. Hein? Le financement? Vous en faites pas. Si vous acceptez notre projet, on vous fera un crédit. Ça va vraiment doper votre économie quand même. Vous allez gagner des dizaines d'années en développement. Vous en avez de la chance. Deuxième étape, le pays ciblé accepte le projet et s'endette auprès de ses institutions, mais c'est pas lui qui va le réaliser. C'est le FMI ou la Banque mondiale qui vont lancer des appels d'offres, remportés le plus souvent par des entreprises du Nord, à qui elles vont donner directement l'argent pour réaliser les infrastructures. Malheureusement, ces entreprises ne sont pas toujours très scrupuleuses sur la qualité. Après tout, c'est pas comme si ces pays avaient les moyens politiques de venir se plaindre. Inga, en République démocratique du Congo, est le plus puissant barrage d'Afrique. C'est aussi un des exemples les plus démonstratifs de ce système. Depuis sa mise en route, les pannes se succèdent. Cet ouvrage représente le plus emblématique de ce que l'on appelle les éléphants blancs, ces réalisations pharaoniques qui n'ont fait qu'aggraver la dette extérieure des pays, avec des objectifs qui n'avaient rien à voir avec le développement humain ou économique, mais davantage avec la recherche du profit maximum pour les investisseurs. Reste aujourd'hui au peuple congolais à régler la facture d'une centrale qui n'a pas été conçue pour lui, mais bien pour fournir de l'énergie aux mines du Katanga à 2000 km de là. Ce qui me révolte, c'est cette complicité des multinationales, c'est cette complicité de certains pays et hommes d'affaires, et même les hommes de science, qui nous ont proposé une grosse machine pareille, mais aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où pratiquement nous devons payer la dette sans pour autant que nous puissions avoir de l'électricité. Mais le grand problème, nous nous demandons, lorsque nous avons des institutions financières comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand on faisait ces débats sur la construction du barrage, ces institutions savaient que nous n'allions pas utiliser toute l'électricité. Mais ils nous ont fait construire ce barrage parce que c'était en faveur des grandes multinationales. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais, le petit peuple, qui paye. Donc pour moi, c'est une dette odieuse et en fait, c'est une dette normalement qu'on devait répudier, c'est clair. Et on devait même demander des dédommagements à toutes ces entreprises-là qui nous ont apporté du matériel qui n'ont pas fonctionné. Ce système permet deux choses. Prendre des fonds publics dans les pays du Nord pour les donner à des multinationales, tout en asservissant les pays du Sud par la dette pour qu'ils fournissent des matières premières, des produits pas chers et au besoin de la main-d'œuvre pas chère à ces mêmes multinationales. Bon, les consommateurs du Nord en profitent aussi. Si on a des bananes et du café toute l'année sur nos rayons, c'est pas pour rien. Mais c'est pas une œuvre de charité de la part de ces entreprises, c'est juste qu'à un moment, il faut bien revendre tous ces produits à quelqu'un pour récupérer la monnaie. La fonction du FMI et de la Banque mondiale ont changé radicalement. Les deux institutions, elles sont devenues des instruments d'oppression, de contrôle des nouveaux pays souverains, entre guillemets, qui sont nés dans l'immense hémisphère sud. La façon la plus typique pour un assassin financier de travailler était de repérer un pays qui avait des ressources ou des entreprises fort convoitées, comme du pétrole par exemple, et ensuite d'octroyer un important prêt par l'intermédiaire de la Banque mondiale ou l'une de ses filiales. Mais l'argent n'allait pas vraiment à ce pays. Au lieu de ça, il revenait à nos propres sociétés.
Loin, très loin de participer au développement de ces pays pauvres, ces projets ne font que les endetter et les asservir, car même quand les infrastructures fonctionnent, eh bien elles sont loin de doper l'économie autant qu'on leur avait promis. Et en plus, elles sont parfois déficitaires, ce qui constitue alors une charge supplémentaire pour les États qui doivent les entretenir, financer le déficit et payer la dette de leur construction, ce qui fait qu'elles s'endettent de plus en plus. Ça tombe bien, avec la fin des accords de Bretton Woods, le FMI qui était en charge de régler les crises de change perd sa fonction et se demande bien à quoi il va pouvoir servir. À quoi est-ce qu'on va bien pouvoir servir? Et si on s'occupait des dettes souveraines des États qu'on a contribué à créer ces dernières années? Hein? D'accord, faisons comme ça. Et là on rentre dans l'âge des politiques d'ajustement structurel à gogo. C'est la troisième étape de l'asservissement, les pays surendettés sont mis sous tutelle et un schéma classique se met en place. Pour réduire les dépenses publiques, on privatise tout. Eau, électricité, écoles, hôpitaux, matières premières, entreprises publiques, ports, aéroports, enfin bref tout quoi. Et on oriente l'économie vers des productions d'exportation, ceci dans le but d'obtenir des devises rapidement pour payer la dette qui est libellée en droit étranger. Ça veut dire qu'elle doit être payée en dollars le plus souvent, en tout cas pas en monnaie locale. Bah oui, ils sont pas fous les prêteurs. Quand ils voient qu'un pays part en sucette, eh bien ils rajoutent cette clause. Ça leur permet d'éviter le risque de dévaluation monétaire. Fa folle la break, La bête, la beste, la baisse, la baisse, la steak. l'arbitre, Du coup, suite à ces politiques de libéralisation de l'économie, les ressources naturelles sont pillées par des entreprises étrangères qui ont obtenu des droits de concession, et puis tout un tas d'avantages fiscaux, pourquoi pas, et les cultures vivrières sont remplacées par des cultures d'exportation, type banane, cacao, huile de palme, etc., avec les conséquences écologiques que l'on sait, et ce qui fait que 70% des gens qui meurent de faim dans le monde sont des paysans, parce qu'ils sont dépendants des cours de la bourse pour vendre leur production et s'acheter de la bouffe. Et évidemment, ces cours sont inexorablement tirés vers le bas, parce que de nombreux pays sous ajustement structurel se sont mis à exporter les mêmes produits sur les conseils du FMI. Stupide, me direz-vous? Ça dépend. Cette concurrence entre les pays pauvres profite quand même vachement aux pays développés, qui peuvent obtenir en masse et pour pas cher des produits et des matières premières qu'ils n'ont pas chez eux. Pour en savoir plus, je vous conseille vivement de regarder ces deux documentaires. Quoi qu'il en soit, au début des années 80, plus de 80 pays du monde étaient sous ajustement structurel et subissaient déjà des politiques de libéralisation très fortes dans tous les domaines. Alors finalement, au GATT, ces pays n'ont pas accepté grand chose de nouveau. Ça leur paraissait même comme une sorte de justice de voir les pays développés accepter les mêmes règles qu'eux en matière de libéralisation et de gestion des barrières douanières. En plus, cette mondialisation qui s'organisait au GATT leur était présentée comme la seule voie leur permettant de sortir du surendettement, parce qu'ils allaient pouvoir accéder à de nouveaux marchés et donc obtenir plus de devises étrangères pour payer leurs dettes. Difficile dans ces conditions de s'opposer au traité du GATT quand on est à ce point-là coincé par sa dette et soumis idéologiquement. Évidemment, certains dirigeants n'étaient pas dupes. Ils voyaient bien que c'était un fiasco ces politiques d'ajustement, et ils ont essayé de sauver les meubles pendant les négociations. Mais là, ils se heurtaient à ce qu'on a vu au premier épisode. Chantage, manipulation, pression, exclusion. Cessez le feu, sinon nous exécutons les otages. Ça, c'est le leader. Envoyez quelqu'un pour négocier. J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, du tout, du tout. On vous envoie un homme pour négocier. Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? D'autres influences rentrent en jeu. Il faut aussi voir qui finance les campagnes des politiques et à qui font allégeance les politiciens qui acceptent de signer ces accords de libre-échange. Prenons l'exemple de Carlos Salinas. C'est le président mexicain qui avait signé les accords de l'ALENA en 1994. Il a aussi ruiné son pays en prenant d'autres mesures de libéralisation de l'économie, ce qui fait que son successeur, à peine arrivé au pouvoir la même année en 1994, a dû dévaluer le peso des 2/3 par rapport au dollar pour essayer de retrouver un semblant de compétitivité. Mais bon, ça a juste déclenché une crise économique. Et bien malgré ce bilan désastreux pour son pays, on retrouve Carlos en 1995, candidat à la direction de l'OMC, soutenu par les États-Unis.
Tiens donc, peut-être qu'il ne travaillait pas pour le peuple mexicain finalement. Pour la petite histoire, ce qui jeta vraiment un froid avec sa candidature, c'est qu'il était soupçonné de complicité avec son frère Raúl dans l'assassinat de Luis Donaldo Colosio, le candidat rival de Carlos au sein du Parti révolutionnaire institutionnel pour la présidence du Mexique. Il avait donc toutes les qualités requises pour être directeur de l'OMC. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Cette corruption des élites est assez connue pour les pays pauvres, on entend souvent parler de république bananière, mais ça marche aussi pour les pays riches. Par exemple, dans notre fier gouvernement actuel d'Hollande, non, le yaourt, pas le pays, eh bien nous avons beaucoup de ministres qui sont des poulains de la French American Foundation. Vous connaissez pas? C'est normal. C'est une espèce d'association financée par des grandes entreprises, des banques ou des grosses fortunes, qui repèrent de potentiels futurs dirigeants, français et américains, évidemment conformes aux dogmes du marché et à une certaine conception de l'amitié franco-américaine, c'est-à-dire commerciale, et elle va donner un petit coup de pouce à leur carrière. C'est ce qu'ils appellent des Young Leaders. Évidemment, ces gens sont ensuite redevables à ceux qui ont contribué à leur carrière. Après, il y a aussi le formatage scolaire. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire qu'à l'université, on n'abordait pas l'OMC sous l'angle que j'ai utilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les pires, et ils sont nombreux dans les sphères dirigeantes, c'est ceux qui sont allés faire leurs études aux États-Unis. C'est pas des marxistes là-bas, ils reviennent pétris d'une idéologie ultralibérale. Et puis, comment ne pas parler de ceux qui ont travaillé et retravailleront plus tard pour des entreprises ou des banques qui militent pour ces traités de libre-échange. Bon, on citera pas de nom. Bref, tout ça pour dire que ces différentes influences vont formater l'idéologie de nos décideurs politiques qui auront alors une nette tendance à pencher vers des vues ultralibérales en matière d'économie. Il faut aussi savoir que la mondialisation est un dogme de longue date dans la sphère politique de nombreux pays, et il est hors de question de la remettre en cause sous peine d'excommunication. Arrêtez, comme je... Oh, ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Par exemple, début 63, le général de Gaulle avait fait sortir la France du GATT, ce qui a conduit, semble-t-il, à de vastes manifestations dans le monde contre le protectionnisme immoral de la France, obligeant le général à réintégrer la France dans le GATT quelques mois plus tard. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cet événement, donc si vous en avez, balancez-les dans les commentaires. J'aurais bien aimé savoir qui étaient ces fameux manifestants pro-GATT de 63. En tout cas, cet événement montre qu'il faut avoir des moyens politiques énormes pour s'opposer à ces traités. Même les populations sont engluées dans cette idéologie. Aujourd'hui encore, si vous êtes contre ces traités de libre-échange, vous êtes forcément un salopard d'isolationniste, partisan du repli sur soi, un imbécile qui n'a pas compris les enjeux du monde actuel, et on vous associe directement au Front National ou à la Corée du Nord. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans la campagne pour le Brexit. Donc en résumé, ces traités sont signés soit par asservissement, par la dette ou autre, soit par conformisme idéologique, soit aussi par je m'en foutisme, façon Gérard Longuet. Je suis ministre pour 10 mois, 1 an, je signe ce qu'on me dit, je dis aux populations ce qu'elles veulent entendre, et puis après moi le déluge, je m'en tape. J'ai le salaire, la retraite, les avantages, et puis l'année suivante je suis à l'agriculture, ou préfet, ou député européen. Alors... Et oui, on a beau appeler ça des responsables politiques, responsables, ils le sont rarement. Aujourd'hui, des contre-pouvoirs à l'hégémonie américaine émergent avec la Chine, et plus généralement avec les BRICS, qui ont créé une nouvelle banque pour le développement qui se veut une alternative au FMI et à la Banque mondiale, et qui a commencé en 2016 à fournir ses premiers prêts aux pays émergents. Mais il se peut qu'un impérialisme en chasse simplement un autre. L'outsider, le grand outsider, c'est la Chine. La Chine a 2500 milliards de dollars de réserves de change, et la Chine est en train d'arriver en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres pays d'Asie avec des montants extrêmement élevés de nouveaux prêts. La Chine s'est engagée à réaliser 6 milliards d'euros de travaux en République démocratique du Congo, destinés au développement d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux ainsi qu'à la relance du secteur minier. En contrepartie, les Chinois auront accès à 6,5 millions de tonnes de cuivre raffiné, 2000 tonnes de cobalt et 372 tonnes d'or. Cet accord de troc minerai contre travaux a surpris les pays occidentaux, et plus particulièrement le FMI et la Banque mondiale, qui étaient sur le point d'annuler la dette de la République démocratique du Congo.
Ces deux institutions ont alors mis comme préalable que ce contrat soit revu à la baisse. Et donc la négociation a été extrêmement pénible, ardue, il faut vraiment le dire, avec du chantage exercé sur Kinshasa, des visites de représentants du FMI, de grands présidents de pays européens qui ont dit « vous renoncez au contrat chinois, on vous efface la dette, vous ne renoncez pas, la dette se maintient ». Je pense que la Chine comprend que l'Afrique a beaucoup de ressources dont elle a besoin, en particulier des ressources naturelles. Elle a également le potentiel d'être un marché important parce qu'elle compte 1 milliard de personnes. Et en 2030, elle sera proche des 2 milliards. Ils sont certainement aujourd'hui dans une étape qui ressemble beaucoup à celle que la France pratiquait dans les années 70 dans sa propre relation commerciale à l'Afrique. On revoit d'ailleurs des opérations qui en sont trait pour trait à ce que nous avons pu faire. La Chine est aussi connue pour avoir acheté beaucoup de terres agricoles en Afrique, mais curieusement, elle s'est récemment tournée vers la France. Dans un article du Figaro du 16 avril 2016, on a appris qu'une société chinoise a acheté 1700 hectares de terres agricoles dans le département de l'Indre. Des transactions foncières effectuées dans le plus grand secret et qui suscitent l'interrogation des exploitants locaux. En effet, pour contourner la SAFER qui gère normalement les transactions de terres agricoles, ces sociétés chinoises, et puis d'autres, usent d'un stratagème. Elles vont voir un agriculteur, souvent en situation de surendettement ou au bord de la retraite, et elles se proposent de devenir actionnaires ultra majoritaires de leur exploitation, genre à 95-99%, passant ainsi sous le radar de la SAFER qui ne peut agir que lorsque 100% des parts sont cédées. En échange, l'agriculteur devient ouvrier agricole sur son ancienne exploitation, ce qui est souvent un meilleur statut d'ailleurs, et il touche un bon gros pactole. Le rachat des terres berrichonnes s'est opéré à un prix bien supérieur à celui du marché, 15 000 € l'hectare contre environ 4 000 en temps normal. Bizarre, non? D'autant que le mystère demeure sur la société Hongyang à l'origine de ces opérations foncières, tant sur ses activités que sur ses intentions. À en croire son site internet, il semblerait qu'elle était initialement spécialisée dans les équipements pour stations-service. Question: pourquoi un groupe chinois spécialisé dans les équipements de stations-service rachète hors de prix des exploitations agricoles, sans grand intérêt, juste pour s'accaparer des terres en France, alors que la Chine a bien assez de terres chez elle pour couvrir ses besoins alimentaires, et que de toute façon elle pourra en acheter des mieux pour pas cher en Afrique par exemple. Après tout, elle en a sous le coude. Contrairement à ce qu'on pense, elle n'est que le 19e accaparateur de terres sur ce continent. Peut-être que l'objet de l'achat de ces terres agricoles n'est pas l'agriculture, mais plutôt l'exploitation du gaz de schiste. Je pense que ces entreprises anticipent l'arrivée du TAFTA en France, qui devrait aboutir vers fin 2016 normalement, et qui autoriserait l'exploitation des gaz et pétroles de schiste. Depuis que l'OMC est bloqué, la mondialisation avance à coups de traités de libre-échange, aux grandes dames des vrais libre-échangistes qui craignent qu'à terme l'OMC ne disparaisse éclipsé par cette régionalisation des échanges. Une fois de plus, les États-Unis sont à la manœuvre avec le TAFTA pour l'Union européenne ou encore le traité transpacifique, le TPP, qui concerne 16 pays d'Asie, sans la Chine. Toutefois, entre le TAFTA et le TPP, c'est plus des 3/4 de l'économie mondiale qui sera couverte par des normes définies par les États-Unis. Le but de procéder ainsi, c'est d'obtenir un phénomène de contagion de ces normes à l'échelle de la planète, car les autres pays seront peu à peu obligés de les respecter pour commercer avec ceux qui sont couverts par ces traités. Et comme ils représentent plus des 3/4 de l'économie, ça va être dur de s'en passer. Entre parenthèses, ça rappelle un peu l'esprit des négociations en chambre verte à l'OMC, où un petit groupe d'États établissait un premier consensus qui s'imposerait ensuite à tous les autres pays membres de l'OMC lors des négociations. D'ailleurs, c'est le même esprit qui anime le TISA, encore un autre traité de libre-échange qui vise cette fois-ci à accélérer la libéralisation du commerce des services dans le cadre de la GCS, dont je vous ai déjà longuement parlé dans la précédente partie. Il est négocié entre 23 pays qui représentent 80% du commerce des services. Ouais, normalement, c'est des négociations qui auraient dû avoir lieu à l'OMC, mais il y avait trop de pays qui traînaient la patte. On a bien essayé de les forcer en signant leur place, il y en a qui ont gueulé, même l'Inde a menacé de quitter l'OMC. Alors bon, ça faisait des histoires, on a préféré négocier entre pays raisonnables, et puis on a multiplié les traités de libre-échange. Mais là encore, ça coince, hein. Il y a des complications, c'est pas si simple.
Justement, pour en revenir au TPP, il y a des complications. La Chine refuse pour l'instant d'y participer et propose une alternative aux pays d'Asie avec le PERC, le Partenariat économique global régional. La Chine et les États-Unis se livrent en ce moment à une guerre diplomatique sourde en Asie, chacun essayant de faire signer son traité de libre-échange à un maximum de pays pour les garder dans leurs girons respectifs. Comme l'a dit Obama, élever des murs afin de s'isoler de l'économie globale ne fera que nous priver de perspectives incroyables. Au contraire, les États-Unis doivent écrire les règles. Les États-Unis doivent mener le bal. Les autres pays doivent jouer d'après les règles que les États-Unis et nos partenaires fixent. Le monde a changé, les règles changent aussi, ce sont les États-Unis et non des pays comme la Chine qui doivent les écrire. Ça a au moins le mérite d'être clair. Par contre, ça fera pas la une du JT de TF1. Vous ne savez pas ce qu'est le TAFTA ? C'est un traité de libre-échange négocié entre les États-Unis et l'Union européenne dans le plus grand secret depuis déjà plusieurs années. Il vise à la suppression des dernières barrières douanières entre ces pays et à l'harmonisation des normes. La Commission européenne doit définir le cadre d'un gigantesque marché transatlantique pour ses États membres. Nous négocions des accords commerciaux parce qu'ils créent de la croissance et de l'emploi. Et cet accord avec les États-Unis peut contribuer à aider à réguler cette économie mondialisée. Mais les négociations concernant ce marché global sont menées à huis clos. Et le peu d'informations qui filtrent suscite de vives controverses. Le but de ces négociations est d'éliminer tout ce qui déplaît aux entreprises de part et d'autre de l'Atlantique, notamment certaines lois ou réglementations très strictes portant sur la protection de l'environnement et des consommateurs. Voilà l'ordre du jour de ces négociations. Au nom de la suppression des obstacles au commerce, l'intégralité des normes européennes, mais aussi des normes états-uniennes qui déplaisent aux multinationales, seront supprimées. En France, le changement va être brutal, surtout niveau gastronomie. Bonjour les poulets lavés à l'eau de Javel, les bœufs aux hormones, les cultures OGM. Bon, même si ça on en bouffait déjà pas mal avec les directives européennes. Et puis bien sûr, il y aura d'autres trucs croustillants comme l'exploitation du gaz de schiste, la fin du prix unique du livre, ou encore le retour du plomb dans les peintures, etc. etc. Et quant à nos fameux saumons OGM du Canada, qu'on a vu dans l'épisode précédent, cette fois-ci, on en bouffera grâce à un autre accord de libre-échange, le CETA, négocié entre l'Union Européenne et le Canada, et qui est le jumeau du TAFTA. Donc bon, rien de bien nouveau sous le soleil du libre-échange, quoi. Il s'agit toujours de plus de libéralisation, dans la continuité de l'esprit de l'OMC et selon les mêmes principes. Toutefois, il y a quand même une petite nouveauté. En effet, pour savoir à quelle sauce on va être mangé, il ne faudra pas s'arrêter au contenu du traité, car celui-ci ouvre une brèche permanente par laquelle vont s'engouffrer tous les désirs des multinationales, les tribunaux d'arbitrage privés. Alors qu'à l'OMC, seuls les États pouvaient attaquer d'autres États pour des manquements aux règles édictées dans les accords, dans le cadre du TAFTA, n'importe quelle entreprise pourra attaquer un État pour toute décision qu'elle juge, je cite, contraire à ses légitimes attentes. Cette idée que les désirs des entreprises en matière de dérégulation sont supérieurs aux droits des États n'est pas nouvelle, et son application faisait déjà partie de l'AGCS en 1994. Enfin, la partie dispositions institutionnelles révèle la conception pour la moins singulière qu'a l'OMC de la démocratie. L'article 23.3 constitue une véritable épée de Damoclès. En effet, cet article, encore appelé plainte en cas de non-violation, plainte en cas de non-violation ? C'est quoi ça ? Donc, cet article autorise une firme de service dont les avantages se trouvent annulés ou diminués par une réglementation pourtant conforme aux règles de l'AGCS à porter plainte via son gouvernement pour obtenir réparation. En clair, il n'est plus besoin d'être coupable pour être condamnable. Ah, c'est particulier, hein ? Et comme je le disais, avec le TAFTA, on avance encore d'un cran. Plus besoin de s'encombrer de son État pour attaquer un autre État, les entreprises pourront le faire directement. Et cette fois-ci, ça ne concerne pas que les services, ça englobe absolument tout. SMIC, Sécu, droit du travail, n'importe quelle norme sociale, environnementale ou sanitaire, tout. Et qui va trancher ces litiges à votre avis ? Un juge professionnel ? Un comité de citoyens ? Bien sûr que non. Voilà comment ça marche. Nous tentons d'obtenir des réponses à Washington auprès de Public Citizen, l'une des organisations de droits civiques les plus célèbres des États-Unis.
Sa directrice, la juriste Lori Wallach, analyse les subtilités des différents accords de libre-échange américains depuis des années. Si l'on examine certains de ces accords, comme le traité avec la Corée, qui est le modèle standard utilisé par les États-Unis, on s'aperçoit que la plupart des articles ne concernent pas les échanges commerciaux. Les premiers chapitres traitent du commerce, mais la deuxième partie de ce chapitre définit la mise en place de tribunaux arbitraux pour les règlements des différends entre investisseurs et États. Le titre B des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États prévoit la création de tribunaux arbitraux où les entreprises privées auront le même statut que toute une nation pour faire appliquer un traité entre États. Ils peuvent poursuivre des gouvernements en dehors des cours de justice, en ignorant les lois d'un pays, pour obtenir des dommages illimités payés par les contribuables, sans possibilité d'appel. Le premier article de ce chapitre oblige les États à se plier à ces tribunaux arbitraux où les juges sont des avocats d'affaires. Des avocats qui sont alternativement juges et procureurs. En vertu de cette logique, une plainte a été portée devant un tribunal d'arbitrage de la Banque mondiale à Washington contre l'État allemand. Invoquant un traité sur la charte de l'énergie, le groupe énergétique suédois Vattenfall réclame une indemnité pour compenser les pertes liées à la sortie du nucléaire décidée par le gouvernement allemand. Les négociations sont menées à huis clos, devant un tribunal d'arbitrage privé exclusivement composé d'avocats. La somme réclamée par Vattenfall aux contribuables allemands est longtemps restée confidentielle, la multinationale refusant d'en divulguer le montant. Il sera révélé à l'automne 2014, 4,7 milliards d'euros. L'affaire Vattenfall et tous les contentieux qui sont arbitrés dans le cadre du règlement des différends entre investisseurs et États s'apparentent à des tripots clandestins. C'est une partie truquée, où les plaignants choisissent les règles du jeu et se réunissent dans une chambre d'hôtel pour jouer avec l'argent du contribuable. Ces avocats d'affaires se réunissent très souvent dans une chambre d'hôtel ou une salle de conférence. Dans 55% des cas, ce sont les mêmes 15 individus qui sont juges ou procureurs. Ils s'accordent pour dire « Présentez-vous dans cette chambre d'hôtel et nous réglerons cette affaire ». C'est tellement délirant que la plupart des gens auxquels on révèle cette pratique ont du mal à y croire. Non, mais bon, vous comprenez, nous autres à l'OMC, on s'est rendu compte que tout négocier dans un traité, c'est long, c'est chiant, c'est compliqué, il faut mettre tout le monde d'accord, puis à la fin ça risque d'échouer. Même pour un petit traité de libre-échange multilatéral à la con. Hein. Puis plus vous mettez de trucs dans un traité, plus c'est dur à vendre aux populations. Et vous risquez de vous retrouver avec des mouvements sociaux, tout ça, ça fait pression sur les politiques, et c'est pas ce qu'on veut. Alors on préfère faire des traités moyennement ambitieux, mais c'est pas grave. Parce qu'ensuite, entre nous, on écrit toutes les règles qu'on veut, par jurisprudence, via nos tribunaux d'arbitrage. Puis comme c'est des procédures très coûteuses en frais d'avocat, c'est réservé aux grosses boîtes. Bam dans ta gueule, la PME. Alors au final, même avec le texte dans les mains, vous ne saurez pas jusqu'où l'économie sera libéralisée. Ce qui est certain, c'est qu'avec tous ces traités de libre-échange, on s'achemine vers la forme finale de la société de consommation, la démocratie de marché. Ou féodalité de marché, ça dépend de quel côté on se place. C'est une conception de la démocratie qui a déjà plusieurs siècles, et qui est très bien expliquée par Stuart Haven dans son livre La société de l'indécence. Le ressort de cette démocratie affichée, c'était la domination des entrepreneurs, une structure de choix politique limitée aux volontés des hommes d'affaires et politisée par la publicité. Par ses achats, le peuple participait à la prospérité des géants de l'industrie et ainsi élisait un gouvernement qui satisferait toujours ses moindres désirs. Ce processus démocratique était en train de détourner la politique des problèmes classiques pour la cristalliser dans l'organisation économique du capitalisme industriel. C'est la structure de l'entreprise, soutenait Philène, qui offre en fait au peuple les meilleurs dirigeants et les plus sages. Le consommatisme était une méthode qui non seulement favorisait les intérêts économiques des grandes firmes, mais encore servait de support à leur ascension politique. L'acte d'achat légitimait de façon démocratique le rôle dominant que les industriels cherchaient à jouer à tous les niveaux de la vie politique. Il faut être sacrément ouvert d'esprit pour comprendre cette mentalité des hommes d'affaires quand on n'en est pas un soi-même.
Elle est pourtant pleinement présente et anime leurs actions. Par exemple, regardez la réponse qu'obtient Guillaume Meurice quand il va interroger des gens du Figaro sur les subventions que le journal touche. Oui. Guillaume Meurice. Ouais, bah moi je vais encore vous rendre jaloux aujourd'hui. c'est pas vrai. Parce que j'étais ce matin à l'événement que toute la France attendait, événement intitulé Big Bang économique du Figaro. Oui. Ouais, c'est comme ça, j'ai une vie de rêve, bah voilà, c'est comme ça. Et l'argent public d'ailleurs et son utilisation abusive, ça tombe bien, c'est une des cibles récurrentes du Figaro, hein, comme l'a confirmé ce lecteur assidu. Oui, c'est vrai, c'était une position politique. En tout cas, moi je peux vraiment témoigner la fiabilité, la confiance que je mets dans la production du Figaro. Mais pourtant, le Figaro, il touche beaucoup d'aide à la presse écrite. C'est de l'argent public, ça? Oui, c'est vrai. Mais je crois que s'il n'y avait pas un grand capitaliste qui ait permis de cet essor, de recruter des très grands dirigeants comme Étienne Moujotte, etc., l'aide publique se serait dilapidée. C'est insuffisant. Donc, mais pourquoi ils la prennent? Ils la prennent parce que sinon, ça pourrait être plus dramatique encore. J'entendais ce matin... mais c'est pas des vrais libéraux, alors? Oui, c'est bien. J'ai l'impression d'être Guillaume Meurice. Vous êtes peut-être Guillaume Meurice? Je suis complètement Guillaume Meurice. Ah oui, c'est extraordinaire. Ah bah oui, il est bien normal que ceux qui ont réussi économiquement dans la société la gèrent. L'argent des contribuables ne sera jamais mieux géré que par ceux qui ont su si bien gérer le leur, vous comprenez? Et les désirs des peuples ne seront jamais mieux assouvis que par ceux qui ont fait fortune en y répondant. Regardez Pierre Gattaz, tous les jours il se bat pour créer des emplois. Moi j'ai été cruel dans ma vidéo sur la mécanisation et la loi El Khomri, je vais tailler un costard, c'est pas gentil. Quelqu'un m'a rappelé à l'ordre dans les commentaires. Gattaz est un chef d'entreprise dont l'entreprise gagne des parts de marché. Si tout le monde en faisait autant, il n'y aurait pas de chômage en France. Il sait de quoi il parle. Ah bah oui, et heureusement le gouvernement l'a écouté. Il a mis en place son fameux pacte de responsabilité. 1 million d'euros de baisse de charges pour son entreprise radiale, et il a pu créer... 0 emploi. Bon bah il s'est tout mis dans les poches, mais il avait de bonnes intentions. Il sait de quoi il parle. Et moi je lui fais confiance. Bon allez, on n'est pas con. On sait bien que si on donne plus de pouvoir aux entreprises pour rédiger les lois, cadrer la société et disposer de l'argent des contribuables, elles l'utiliseront pour leur profit personnel. Et là-dessus, les chefs d'entreprise sont pas si différents des politiques, n'en déplaise aux libéraux. Et il ne faut pas croire que l'enrichissement des riches finira par profiter à toute la société, comme le prévoit la fumeuse théorie du ruissellement. Même le FMI a fini par la réfuter. Ils ont publié une étude l'an dernier qui montre que, finalement, les inégalités de revenus nuisent à la croissance. Ah bon, bah merde. En même temps, après 40 ans d'échecs à promouvoir des politiques ultralibérales, fallait bien que ces institutions finissent par se remettre en question un jour. Ça commence petit à petit. Alors, tous ces traités de libre-échange qui imposent des politiques ultralibérales par le biais du commerce et qui se font les chevaux de Troie des intérêts des multinationales, la meilleure des choses à en faire, c'est poubelle. Sinon, on s'acheminera vers une société de moins en moins humaine et de plus en plus marchande, et qui, en plus, comble du ridicule, sera économiquement nuisible. Tout le monde le sait. Mais bon, comme ça donnera beaucoup de pouvoir à certaines personnes, et ben on le fait quand même. Quand même, merde, quand même. Malgré tout, au final, je ne suis pas du tout opposé au développement des échanges entre les pays, qu'ils soient commerciaux ou autres d'ailleurs. Bien au contraire. C'est juste que je préférerais qu'ils soient basés sur la quête du progrès humain plutôt que sur le profit de quelques-uns. Et pour terminer cette longue vidéo et ces longues explications sur le libre-échange, j'aimerais conclure en vous lisant un extrait d'un discours que Jean Jaurès avait prononcé à l'Assemblée nationale il y a plus d'un siècle maintenant et qui est toujours d'actualité. Le socialisme, c'est-à-dire l'organisation sociale de la production et de l'échange, exclut à la fois la protection, qui ne peut guère profiter aujourd'hui qu'à la minorité des grands possédants, et le libre-échange, qui est la forme internationale de l'anarchie économique. Il est certain, messieurs, que l'organisation socialiste ne tolère pas le libre-échange tel que l'entendent les économistes. Il est certain que l'humanité ne progresse pas d'un mouvement uniforme. Tous les peuples, toutes les races, n'arrivent pas à la fois à ce développement économique qui permet l'institution socialiste. Et ainsi,
Lorsqu'un peuple réalisera chez lui l'idéologie socialiste, il sera forcément en contact avec des peuples qui ne l'auront pas réalisé. Il ne pourra dès lors laisser pénétrer chez lui, sans contrôle, sans direction, ou les produits extérieurs ou la main-d'œuvre extérieure qui viendraient bouleverser l'économie intérieure du régime socialiste. À coup sûr, une nation socialiste conservera des points de contact multiples et toujours accrus avec le dehors, mais elle ne fera appel aux produits du dehors ou à la main-d'œuvre étrangère qu'après avoir d'abord porté au maximum son activité intérieure, et elle n'appellera les éléments et les produits étrangers que dans la mesure où ils pourront concourir à son propre développement. Alors, après, ça mérite d'être affiné. Faudrait définir clairement ce qu'est le socialisme aujourd'hui, par exemple. Parce que Flamby a beau être allé commémorer Jaurès, il me semble que la pensée des deux bonhommes est tout à fait opposée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois sorti de l'OMC, il faudra quand même définir des règles pour le commerce international, et avoir des politiciens suffisamment burnés pour les faire respecter face aux différents impérialismes et au poids des multinationales. Personnellement, il me semble qu'un commerce basé sur la réciprocité des échanges et le respect mutuel de la souveraineté des États sera beaucoup plus efficace pour le développement économique mutuel et pour assurer la bonne relation entre les pays que d'asservir les États dans des traités ultralibéraux et néocoloniaux. Non ? Mais bon, ce n'est que mon avis. À vous de vous faire le vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.